Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Nous sommes donc le 25 février 2024, date à laquelle était censé donc se tenir le scrutin présidentiel et dans sa dernière décision, et ce, après le décret abrogeant celui convoquant le corps électoral pris par le chef de l'État. Le Conseil constitutionnel avait donc clairement indiqué qu'il était impossible de tenir l'élection aujourd'hui. Le report donc qui ne dit pas son nom, mais pour marquer cette journée, le FC 25 a procédé à une simulation de vote initialement prévue au terrain Khariala. L'événement donc a été donc interdit par les forces de l'ordre. La simulation de vote s'est donc déroulée au siège du candidat à la présidentielle Khalifa Ababakar Sall. Suivons les précisions avec Khadija Ndadjoufa. Le rendez-vous du FC 25 était au terrain Khariala pour marquer la date du 25 février 2024 par une simulation de vote. Cependant, les forces de l'ordre n'ont pas laissé cette chance aux candidats à la présidentielle réunis autour du FC 25. Traverser comme ça les rues par des intrus, ça on ne l'acceptera pas, c'est interdit. Je ne parle pas de normalement. Je te dis les deux jours que l'autorité administrative avait pris par rapport à cette procédure. Je vous ai signifié cela. Vous, en tant que responsable, vous devez quand même appliquer ces instructions. Leur rencontre étant interdite et le rassemblement dispersé par la police, les membres du FC 25 ont quand même tenu à continuer leurs activités à tout prix. Ils se sont alors dirigés au siège du candidat à la présidentielle Khalifa Sall. Nous n'étions pas là pour des scènes de violence, nous étions juste venus pour symboliser cette date du 25 février 2024. Et voilà l'accueil qui nous a été réservé. Les forces de l'ordre nous ont chassés. La date de l'élection présidentielle ayant été abrogée, le FC 25 a trouvé une manière de symboliser le 25 février. La simulation de vote a été effectuée au siège où tous les membres du front des candidats à l'élection présidentielle, avec quelques parlementaires de l'opposition ainsi que leurs militants, se sont réunis. Devant l'urne, les enveloppes et les fiches où sont marqués RIP 25 février, les candidats ont procédé à la simulation de vote. Et la symbolique qui est organisée a du sens. Il s'agit pour nous de montrer à l'opinion nationale, internationale, que les Sénégalais étaient attachés à leur 25 février et que nous ne pouvons pas accepter que d'un trait de plume, qu'on puisse nous priver de ce qui est essentiel pour nous, c'est-à-dire notre liberté et notre démocratie, mais surtout notre capacité et notre pouvoir à élire nos dirigeants. Ils ont exprimé unanimement le refus du dialogue initié par le chef de l'État. Nous ne répondrons à aucune concertation. Le président de la République a abrogé le décret convoquant le corps électoral sans nous demander notre avis, qu'il répète la même chose. Quel jour nous voter, mais aussi en respectant le Conseil constitutionnel. Ce 25 février a été une journée de funérailles pour la démocratie sénégalaise, selon le FC 25. Ces derniers n'ont qu'un seul souhait, qu'une date pour la présidentielle soit fixée au plus vite. Et dans ce combat, ils comptent aller jusqu'au bout. Khadija Ndadjouf, vous l'avez donc précisé dans votre élément, le FC 25 campe sur sa position. Ces 16 candidats dont les dossiers ont été validés par le Conseil constitutionnel ne comptent pas prendre part aux concertations convoquées par le président de la République. C'est l'un de ses membres qui l'a reprécisé. Par ailleurs, donc, maire de Linguère, Alingou Ndiaye, a expliqué que techniquement, la présidentielle peut bien se tenir en mars 2024. Il avait donc réuni militants et sympathisants à son domicile pour procéder ainsi à un vote symbolique. Suivons ces précisions. Nous avons voulu symboliquement marquer ce jour en demandant aux populations de sortir, de venir simuler le vote du 25 février, comme ça restera dans les archives nationales. Ils sont venus en masse et à la limite je pense qu'ils étaient très pressés de voter, donc ça présage un bon signe.
Comme ça, le jour où la date sera retenue, ils sont déjà prêts. Vous savez, l'élection était déjà programmée pour le 25 février. Donc, on a pratiquement interrompu la chaîne. Le 3, le processus a été interrompu le 3 février. Donc, il ne restait que 21 jours. Donc, il ne restait que la campagne électorale. Je considère qu'en 21 jours, il est possible de relancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quand même d'autres contraintes qui sont d'ordre réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, conformément à la Constitution et conformément également au code électoral, toute date qui est retenue pourrait faire l'objet, entraîner comme conséquence, disons, la modification donc, de ces deux textes. Je pense que c'est pour de ça qu'il faut prendre en considération là, les deux éléments à modifier pour ne pas aller aux élections. Le dialogue ne sort pas de décision qu'on peut attaquer. Hein. Le dialogue, vous savez, nous attendons juste la date, et la date, c'est le président de la République. Ce n'est pas le dialogue qui va sortir de la date. Le dialogue peut être suggéré, mais c'est le président de la République qu'on attend, comme le Conseil lui avait demandé aux autorités compétentes de fixer la date. Le dialogue n'est pas une autorité compétente. Donc nous considérons tout simplement que le processus électoral, s'il avait continué, devrait aboutir à la sélection du président de la République par les populations du Sénégal le 2 avril. Reparlons de la date du scrutin présidentiel. Pour Issa Sall, il s'agit clairement d'un non-respect du calendrier électoral pour avoir couvert donc plusieurs élections dont la présidentielle dans plusieurs pays africains. Le journaliste regrette cette situation. Il invite ainsi les acteurs à la sagesse afin de trouver un consensus pour l'organisation de l'élection dans les meilleurs délais. Suivons ces précisions au micro de Mam Abdougué Kassé. C'est bien dommage aujourd'hui qu'on ne puisse pas voter. C'était prévu depuis 5 ans. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas élection. Tous les électeurs, sans doute, sont bien malheureux. Mais comme on dit, l'impossible n'est tenu. On ne pourra pas voter. Et comme on dit, nécessité fait loi. Il faut bien qu'on accepte une situation difficile et inacceptable et qu'on passe à autre chose. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que l'on respecte aussi bien notre Constitution que les règles du jeu démocratique. J'espère qu'avec ces concertations sur la date des élections, on pourra voter le plus rapidement possible pour respecter ne serait-ce qu'une certaine coutume, même si une coutume n'est pas la loi, en faisant en sorte qu'à la fin de chaque mandat, le président puisse organiser des élections et qu'organise sa succession. C'est ça qui est le plus important. J'espère vraiment et prions pour que la sagesse l'emporte sur les combinaisons, certaines manière de faire de la politique politicienne pour maintenir un président en place ou pour renvoyer des élections ou pour faire autre chose. J'espère que c'est la sagesse et la bonne volonté et surtout l'honnêteté qui remporteront tout cela. Et un Sénégalais qui veut que la paix règne au Sénégal doit absolument répondre par l'affirmative à l'appel au dialogue du chef de l'État. C'est ce qu'a laissé entendre le secrétaire général du gouvernement devant donc le jury du dimanche. Un dialogue dont le principal terme de référence est la définition consensuelle de la date du scrutin présidentiel. Et pour ceux qui estiment que le Conseil constitutionnel aurait dû s'en charger, Seydou Gueye croit savoir que cela ne fait pas partie de ses prérogatives. Les détails dans cette synthèse du jury du dimanche avec Momodou Dia. Refuser de participer au dialogue national est une faute grave, selon Seydou Gueye. Une telle attitude indique que ceux qui sont dans la posture de refus ne veulent pas la paix. Je parle en toute responsabilité. Le président de la République est à sa place et dans son rôle d'inviter la nation sénégalaise, les candidats y compris, à des concertations pour établir un consensus. Et moi, je préfère la démarche du président de la République à une autre qui aurait permis et laissé les candidats engager la campagne et puis d'interrompre la campagne. Ce ne serait pas très élégant. Et surtout quand il s'agit de dialoguer pour choisir la date de l'élection présidentielle, ce qui n'est pas la prérogative du Conseil constitutionnel, selon le secrétaire général du gouvernement. Le Conseil constitutionnel n'a pas de prérogative pour décider de la date de l'élection. On sollicite le Conseil constitutionnel dans sa position d'arbitre, mais pas de compétences ab initio pour fixer la date. Maintenant, vous le savez, dans tous les pays démocratiques, le consensus est supérieur à la loi. L'accord entre les différentes parties prenantes peut permettre de trouver une traduction légale, législative ou réglementaire pour s'accorder sur une question.
Les candidats déclarés qui se disent spoliés exigent la reprise du processus électoral. Ce qui a été retenu par le Conseil constitutionnel demande sa finalisation. Le secrétaire général du gouvernement reprécise les sujets du dialogue national qui s'ouvre ce lundi. Il a dit, et de façon solennelle et formelle, 2 sujets vont être à l'ordre du jour. Le premier sujet porte sur la date du scrutin. Le deuxième, c'est que faire après le 2 avril. Parce que lui, il a une lecture de l'article 36 alinéa 2 qui n'est pas la même lecture que d'autres Sénégalais. Et quand vous avez un président de la République qui est dans sa posture d'homme d'État, qui a toujours respecté la Constitution, qui a le souci de la stabilité, de la pacification et de la réconciliation, quand il vous invite à sa table, il ne faut pas avoir peur d'y aller. 16 des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel refusent de participer au dialogue national. Et nous restons devant le jury du dimanche avec Seydou Gueye, toujours qui n'est pas convaincu de la position de la société civile. Le secrétaire général du gouvernement ne mâche pas ses mots. Il parle d'une société civile partisane. Le secrétaire général du gouvernement l'appelle à rester dans l'axe suivant ses précisions. Pour moi, la société civile n'a pas à prendre position. Et sur la dernière période, moi j'ai vu une société civile très partisane. Et pourtant, je suis très militant de la société civile et de son action. Et je demande que la société civile reprenne. Ce qui fait sa crédibilité, c'est la neutralité et d'être à égale distance. C'est ça la vérité. Elle est partisane, elle a pris une position qui n'est pas une position de neutralité ou de facilitation. Et ce qui fait la qualité et l'authenticité et la raison d'être de la société civile, c'est d'être à égale distance des chapelles. Mais quand vous prenez une responsabilité, vous engagez votre action au titre d'une position de neutralité, il faut rester dans l'axe. Mais dans la séquence actuelle, moi, une société civile à égale distance, neutre, m'aurait davantage convaincu dans son rôle de facilitation pour qu'on y arrive. Puisque ce qui est devant nous est très risqué. Nous faisons face à des périls. Et moi, je préfère qu'on ait le temps de la discussion pour mieux être en bloc, pour être encore plus unis, pour faire face à ce qui nous menace. Cette édition pour parler de l'unité nationale, le respect des libertés et de l'intégrité territoriale. Pour le maire de Diass, ceci doit être, excusez-moi, un point ou des points importants, une priorité en tout cas absolue pour le prochain président du Sénégal, suivant ses précisions. Il se prononçait donc ce samedi sur la situation politique du Sénégal. Là, les nuances et différences des projets politiques, les thématiques majeures et utiles pour le développement pour le débat de campagne et le profil des candidats devraient être analysés autour de 5 grappes de problématiques que sont l'intangibilité, l'intégrité et l'inaltérabilité du territoire et de la souveraineté nationale, non négociable. L'unité nationale, le respect des libertés et la promotion des droits du citoyen, ainsi que l'élimination des injustices, inégalités et discriminations, non négociables. La séparation et l'équilibre des pouvoirs dans le respect et la consolidation de l'état de droit. Quatrièmement, l'accès des citoyens aux services publics et l'exercice du pouvoir. Et enfin, cinquièmement, les relations cordiales, loyales et équitables entre pouvoir et opposition. Beaucoup de choses ont été faites au niveau de ces 5 grappes de problématiques. Il reste aussi beaucoup de choses à faire, à faire et à parfaire. Parce que nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Sauf populisme béat. Les candidats à l'élection présidentielle doivent éviter de vendre aux populations l'idée d'un État Zorro qui va résoudre tous les problèmes. Pendant ce temps, la priorité du collectif des chefs de village de Bosséa, ce sont bien sûr les accidents de la route. Les membres de ce collectif ont fait donc face à la presse. C'est pour dénoncer notamment les drames sur l'axe Oréfondé-Dabia qui ont surtout coûté la vie à des enfants. Les chefs de village invitent ainsi l'État à prendre des mesures, suivant le compte rendu signé Amadou Mardiallo.
suite aux nombreux accidents routiers sur l'axe Orefondé d'Abia qui ont coûté la vie à des enfants, le collectif regroupant les chefs de village de la province du Bossaya a fait face à la presse pour alerter les autorités étatiques sur les accidents au bilan souvent macabre. Mais en résumé, nous voulons seulement des dodans. La zone de Bossaya n'a aucun dodan, globalement, n'a aucun dodan. D'ailleurs, la route même est mal faite. Parce que la route devait être, la route bitumée devait être chaque route centrale en descendant dans les villages, ayant du goudron pour éviter le dérapage. Mais chaque village, pour entrer dans le village, en descendant, c'est le dérapage. Il y a des fractures tout le temps, avant des accidents, il y a des fractures. Il faut ça d'abord. Et encore les dodas. On a fait 3 rencontres avec les sous-préfets. Je crois qu'on a fait nos efforts. On demande au gouvernement de nous aider. Dans cette partie de la province du Bossaya, le nombre d'accidents entre le sommet de la population. Face à cette situation, l'État du Sénégal est interpellé. 2022 amna xalé bu dé fi ci école élémentaire Lidoubé 2023 amna xalé bu dé fi ci Agnam Goli kon nak lool dañ ci sonn tok nañ ak commandant. En 2022 un enfant a perdu la vie à l'école de Lidoubé. En 2023 un autre est décédé à Agnam Goli. Sont dus aux accidents routiers. Je crois que trop c'est trop. On a duñu doxé ndank waye su fekkon do daan amna ku nek même bo respecté lu doomu adama yi respecté wo xalé yi nga xamné ñu ngi jàngi di nga respecté sa auto bala muy yakku kon nak dañ bëgg do daan. Depuis 2022 la route nationale 2 sur l'axe Orefondé d'Abia bat presque le record des accidents dans le département de Matam. La principale cible reste des enfants. Hommes, femmes et jeunes s'érigent en bouclier à Agnam Goli pour dire non à ce phénomène qui perdure. Santé, dans cette édition, Ndiassane va bientôt disposer d'un centre de santé. C'est la ministre de la Santé qui a ainsi procédé à la pose de la première pierre de l'infrastructure. Et selon Marie-Remesse Ngom-Ndiaye, l'infrastructure va donc coûter plus d'1 milliard de francs CFA. Suivons ces précisions. Faisons tout aujourd'hui conformément aux orientations stratégiques du plan national de développement sanitaire et social de rapprocher l'offre de soins. En quoi faisant, je l'ai dit, ce sont donc les constructions, les équipements, mais également du personnel qualifié. Mais après tout cela, Ndiassane est donc dans le département de Tivaouane. De temps en temps, on aura besoin donc de notre centre de santé, donc de plateaux plus élevés, d'un hôpital. Vous avez à côté donc tout ce qui est hôpital de niveau 2 de Tivaouane, mais également l'hôpital de niveau 3, c'est El Hadj Malick Sy, donc qui sera bientôt donc inauguré à notre portée. Mais également, vous avez l'hôpital de Thiès, mais l'hôpital de niveau 3 également qui est prévu à Thiès. L'hôpital de Saint-Louis. Je parle de Saint-Louis, ça paraît un peu bizarre, mais en réalité, avec l'axe routier, c'est pourquoi nous, en santé publique, nous tenons compte de cet axe routier, c'est important. Tout ceci pour la référence, mais également la contre-référence. Donc il y aura le personnel qualifié. Et dans cet hôpital, dans donc, cette infrastructure plutôt, vous allez avoir jusqu'à l'unité de maintenance, c'est important. Donc c'est bien de mettre des équipements, mais également c'est de bien penser déjà, avant de finir la construction, à tout ce qui est maintenance, à tout ce qui est gestion des déchets. C'est important. Et dans le but d'améliorer les conditions d'évacuation sanitaire dans les îles de la Basse-Casamance, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers dote le district sanitaire de Oussouye d'un bateau médicalisé. Bien sûr. La réception a eu lieu donc à Elenkin, c'est dans la commune de Moulamp. Ouf de soulagement pour ces insulaires qui rencontraient d'énormes difficultés de prise en charge en cas d'urgence médicale, n'est-ce pas Sanba? Les problèmes d'évacuation sanitaire dans les îles de la Basse-Casamance seront désormais un mauvais souvenir. Cela grâce au programme de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma, qui a doté au district sanitaire d'Oussouye un bateau médicalisé. Les autorités sanitaires se félicitent de cet outil qui va considérablement améliorer les indicateurs de prise en charge sanitaire dans les zones enclavées. La prise en charge des évacuations, c'est qu'à chaque fois que dans une structure sanitaire, il y a un malade qui nécessite d'être référé, évacué donc dans une structure sanitaire de plus haut niveau. Évidemment, l'infirmier de ce poste de santé va solliciter donc, soit le district ou bien l'infirmier qui est au niveau de l'Enking, donc pour pouvoir déclencher
le bateau qui va aller chercher le malade qui doit être évacué. Alors, il y aura du personnel à bord, donc personnel technique maritime fluvial, mais également du personnel médical. Le chef du département sécurité au niveau du Pima estime que c'est un bateau bien équipé qui va répondre aux sollicitations. Maintenant aussi, le bateau est équipé donc, de matériel donc, médicaux. On a un défibrillateur automatique pour traiter donc, les cas cardiaques. Il y a une boîte donc, à oxygène et beaucoup d'autres donc, matériels. Et donc aujourd'hui, vraiment un malade peut être traité même directement au niveau donc, du bateau. Le bateau a une capacité de 12 personnes. Donc il peut prendre 2 malades. Il peut prendre également 2 personnels donc, médicaux. Il peut également donc, prendre également, donc, des accompagnants. Le bateau est également équipé de toilettes, donc d'un groupe également électrogène. Il est également équipé d'un échosondeur pour vraiment mesurer donc, voilà, le niveau donc, du sol. Natif du département, Habib Léon Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Culture, qui a joué un grand rôle dans l'acquisition de cet outil, pense que c'est une excellente initiative en termes d'équité territoriale. Médicaux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a cette vedette ambulance qui a été mise à la disposition du département. C'est une excellente chose. Ça montre que les pouvoirs publics du Sénégal aussi sont sensibles à la situation des populations, où qu'elles puissent se trouver. Et cela dans une démarche d'équité et de prise en charge convenable de leurs besoins et préoccupations. Ce bateau médicalisé va régler la lancinante question des évacuations sanitaires dans les îles où on faisait recours à des pirogues de fortune pour arriver à destination. Et l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière a réceptionné 1300 génisses gestantes à haut potentiel laitier. C'était à Niague, dans le cadre du programme d'amélioration du potentiel des races locales. Le Premier ministre, qui a donc présidé la cérémonie, a annoncé le renforcement du programme pour assurer l'autosuffisance en lait au Sénégal. Suivant le Premier ministre Amadou Ba. Le gouvernement, pleinement conscient du potentiel et des avantages dont dispose notre pays dans ce domaine, a choisi de renforcer la production locale de denrées alimentaires essentielles telles que le lait, la viande, le poulet et les œufs nécessaires à la population. En investissant dans l'élevage et en particulier dans la production laitière, nous investissons dans l'avenir de notre pays naturellement. Nous reconnaissons que le potentiel de croissance de ce secteur est immense, tant sur le plan économique que social. La production laitière offre des perspectives de développement économique durable en créant des emplois décents, en stimulant des investissements et en renforçant la résilience de nos communautés. Cette année, l'enveloppe allouée par le président Macky Sall pour soutenir l'acquisition de 2500 génisses a été augmentée de 1,3 milliard à 2,5 milliards de francs CFA. Tandis que le taux de subvention reste maintenu à 50%. Ce premier lot de 1300 génisses sera bientôt complété par un autre de 1200 bêtes. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de ce rendez-vous avec l'information. À partir de 21h, prenez rendez-vous avec Papa Lunsar dans une édition spéciale avec comme invité Awaba, journaliste sociologue, professeur Marito Niane, leader politique, et Cheikh Ahmed Tidjansi, président du cadre unitaire de l'islam. On annonce également que Tierno Bokoum sera également de la partie essentielle des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.